Il est né en 1503. Il est monsieur, là, je sais pas pourquoi. Il est né en 1503 à Saint-Rémy-de-Provence, d'une famille de nouveaux chrétiens. Les nouveaux chrétiens, ce sont des juifs convertis. Dans sa famille, ils se sont convertis au niveau du grand-père et de l'arrière-grand-père. Hein. Donc, apparemment, d'après ce qu'on sait, c'est plutôt une conversion volontaire qu'une conversion forcée, comme ça a eu lieu en France, disons 40 ans plus tard. C'est ce qu'on sait. Du côté de sa mère, c'est la même chose. Ce sont de nouveaux chrétiens qui sont natifs de Saint-Rémy et qui prennent pour nom de baptême de Saint-Rémy, alors que dans la famille de Nostradamus, on leur attribue pour nom de baptême de Notre-Dame. Voilà. Il va être un garçon brillant. Comme il est issu d'une famille donc, assez aisée, il va pouvoir être inscrit à un collège-université d'Avignon. Il va faire des études. Il est brillant. Il s'intéresse à la médecine. Quelques années après, on le retrouve à la faculté de médecine de Montpellier, où il côtoie notamment le fameux écrivain Rabelais, qui a écrit Gargantua. Voilà, un grand penseur, un grand humaniste de l'époque. Alors, c'est des personnages toujours un peu troubles. À cette époque-là, les personnages un peu brillants deviennent très rapidement peut-être les joujoux ou les agents secrets des puissants. Donc, il y a des zones d'ombre un peu partout, avec tous ces gens-là, à la Renaissance. Et ça a été le cas avant et c'est toujours le cas aujourd'hui, pour d'autres raisons. Après ça, alors, pendant qu'il est à la faculté de médecine de Montpellier, il y a une épidémie de peste qui ravage la Provence, qui s'étend sur la Narbonnaise, sur le Carcassonnais et au-delà. Donc la faculté de médecine est obligée d'arrêter. Et il s'engage sur les routes avec énormément de jeunes médecins qui vont se frotter à la peste. Et lui, apparemment, s'en sort assez bien. Il est assez judicieux. Il met en œuvre des dispositifs d'hygiène. Donc, il préconise tout ça. Et puis, il crée des posologies, des médicaments, d'une certaine façon, qui ont l'air d'avoir des effets assez intéressants chez ces patients. Il conçoit énormément d'huile essentielle, d'après ce qu'on sait. On a eu des recettes par rapport à ces médicaments, donc elles ont même été expertisées, essayées par l'Institut Pasteur à Paris. On a constaté que sur les bacilles de la peste, en fait, les souches de peste, elles avaient des effets donc rétroactifs. Voilà, le personnage est corps et âme plongé dans la médecine et dans la pharmacopée. Lorsque la peste ravage ces régions-là, il est appelé d'un endroit à un autre, il est amené comme ça à Agen, où, comme je disais tout à l'heure, il rencontre sa première épouse. Sa première épouse et ses deux enfants meurent apparemment de la peste, et puis là il part sur les routes. C'est apparemment une période donc où il est par Mons et par Vaux, et on peut supposer que le personnage est assez perdu et qui vague comme ça au gré du moment. Alors, je voudrais juste rajouter pour vous, mais pas que pour vous, que Nostradamus naît dans une région qui a été investie, colonisée par les Juifs. Alors, selon les historiens officiels, la colonie juive de Narbonne est présente au IVe siècle avant Jésus-Christ. Si on parle arche d'alliance et trésor du premier temple, la colonie juive à Narbonne est présente depuis la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. La communauté juive de Narbonne est une communauté très importante, avec un appendice secret, à savoir que la communauté la plus voyante, la plus commerçante, la plus savante, la plus pratiquante se trouve à Narbonne. Mais il y a
sur tout le sud, et particulièrement dans le Razès, dans toute la région, on va dire, du Cardou au Bugarache, il y a 12 familles représentant les 12 tribus d'Israël qui sont positionnées à 12 endroits stratégiques et qui gardent quelque chose. Il faut savoir que Nostradamus est quelqu'un qui est l'héritier, qui est né dans une communauté qui a énormément de connaissances sur tous les plans, que ce soit le plan religieux, que ce soit le plan chimique, que ce soit le plan ésotérique, que ce soit le plan symbolique. Et la deuxième chose que j'ajouterais, c'est que Nostradamus a travaillé, notamment, comme le disait José, par rapport à la peste, il a travaillé avec quelqu'un que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Ulrich de Mayence. Ulrich de Mayence est donné comme le rédacteur d'un ouvrage qu'on appelle la Bible de l'an 2000. Ulrich de Mayence a mis en place une organisation, une secte, qu'on appelle les Catogues, et on retrouve Ulrich de Mayence notamment dans le Lyonnais, au moment où Nostradamus soigne la peste, dans le Pilat, la région voisine, d'accord. Et alors, Ulrich de Mayence est censé avoir trouvé des plaquettes en or dans une grotte dans la région de Montségur, d'accord, plaquettes en or qui, selon lui, indiquaient des événements futurs. Voilà, c'était juste pour faire un petit complément, excuse-moi. Merci, ça a permis de boire un verre d'eau. J'ai senti qu'il fallait respirer. Alors, j'évoquais tout à l'heure l'importance qu'avait eu la ville de Carcassonne pour la Bessonnière et les liens qu'on aimerait faire entre Nostradamus et la région. Je vais faire une démonstration qui va démontrer que la région au travers de la ville de Carcassonne va constituer toute la trame codée de ces quatrains du début à la fin. Et ça va reposer sur un code arithmétique étonnant. C'est souvent comme ça avec Nostradamus, c'est très surprenant que tout un tas de choses pourtant relativement simples n'aient jamais été découvertes au préalable. Je disais tout à l'heure, la première ville qui est mentionnée, Carcassonne, suivie de Narbonne. On la trouve au 5e quatrain du premier chapitre. Alors ce quatrain a une teneur un peu particulière. Il faut croire que si c'est le premier qui contient un lieu géographique, c'est qu'il a une importance à essayer de comprendre. Alors il nous dit « Chassés seront pour faire long combat, par le pays seront plus forts grévés, bourgs et cités auront plus grand débat, Carca, Narbonne auront cœur éprouvé. » Donc là on est dans un contexte de bataille où on va chasser des gens pour avoir mené un grand combat, qui aura des phénomènes de révolte, et pour conséquence que la ville de Carcassonne et celle de Narbonne auront le cœur éprouvé. Alors, ne nous perdons pas dans le contenu des quatrains. Et c'est là l'erreur qu'on a tendance à faire. Ne nous perdons pas dans ce contenu, parce que dans la lettre au roi, celle qui introduit les 3 dernières centuries, ce bon personnage va nous dire une chose curieuse, c'est que l'essentiel des quatrains ne sont pas à prendre en compte dans leur teneur. Alors là aussi c'est assez étonnant, parce que la plupart des chercheurs ont le nez tout le temps focalisé sur les quatrains. On verra tout à l'heure quelle signification ils peuvent avoir et où doit-on aller chercher ceux qui peuvent nous intéresser. Donc je disais Carcassonne au 5e quatrain, au 0,5. Si on va au dernier chapitre, au 5e quatrain, qu'est-ce qu'on trouve? Carcassonne à nouveau. Alors, je suis carcassonnais et en m'intéressant à ça il y a 21 ans, forcément ça m'a interpellé parce que c'est la ville qui me concerne et que je savais très bien qu'il n'avait rien a priori en lien direct
fort avec Carcassonne en particulier. Donc cet anachronisme était peut-être un indice à essayer de sonder. Donc j'ai passé son œuvre au crible numériquement, je l'ai abordé comme une grille de nombres. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte de cette équivalence qui pouvait être, dans un premier temps, soit le fruit du hasard, première hypothèse, ou bien quelque chose à essayer de comprendre qui ne restait plus qu'à essayer de creuser. Donc si c'était intentionnel, ça formait un principe linéaire que l'on peut très bien rapprocher du concept alpha-oméga. Nous savons tous que c'est un fil conducteur dans d'innombrables courants religieux et qui vient nous dire quelque chose, hormis le fait qu'il symbolise le personnage du Christ de façon récurrente, mais c'est aussi un concept linéaire qui prend son origine à un début et qui se finalise à un moment donné. Donc peut-être temporel, puisque le temps est aussi un cycle. Il y a toujours un début et une fin par rapport à quelque chose. Donc, si c'était bien ce concept-là qu'il voulait laisser transparaître à travers ce petit jeu judicieux avec ce terme de Carcassonne, à ce moment-là, la question a résidé à se demander qu'est-ce qu'il y avait au milieu. Et en allant chercher au milieu, donc au 500e quatrain, qu'est-ce qu'on trouve à nouveau? On trouve à nouveau Carca, mais sous sa forme entière, Carcassonne. Donc là, c'est une curiosité qui semblait être l'introduction à un code. On est d'accord. Vous êtes la plupart familiers aux jeux de piste qu'on peut trouver à Rennes-le-Château. Là, on est en plein. Les nombres sont un moyen extraordinaire pour mesurer quelque chose. Uniquement par ce fait-là, quelque chose sous sa plume qui jalonne son œuvre du début à la fin paraît nous ramener dans la région. Alors, comment on la trouve au milieu? À ce moment-là, la coïncidence, ici, si on prend tous les chapitres, Carca, ça nous fait un linéaire ici. Ici, ça match, comme on dirait, dans une enquête policière. Si on prend la globalité des quatrains, on a Carca ici, on a Carca là, la question réside à se demander qui aurait-il, à ce moment-là, puisque celui-ci fonctionne comme un axe parfait sur la totalité, qu'aurait-il casé ici pour prolonger la symétrie? Parce que là, on est dans un principe mathématique à un inconnu. L'inconnu étant celle-ci. Mais c'est un principe symétrique. Et ici, on va trouver un terme qui peut avoir un écho particulier avec la ville d'Alet, qu'on nous ressasse tout le temps par rapport à Nostradamus. Et là, on a un quatrain qui va nous dire quelque chose d'assez étonnant. Puisque si le personnage s'est amusé à un jeu de piste pour nous amener à des endroits clés comme ça, on peut supposer qu'à travers ce jeu de piste dont le vecteur est Carca, celui qu'on va trouver à la fin va peut-être apporter une réponse ou une explication par rapport à ce qu'il cherche à nous dire. Et là, on va trouver un quatrain qui contient 2 fois le terme Aleph. Et Aleph, dans la tradition, ça peut être aussi l'origine du mot Alet.
Voilà donc, par rapport à cet ancrage qui le ramène dans la région, un des premiers éléments qu'on a sous les yeux. Donc ça, en matière cryptologique, il n'y a pas photo. Quelqu'un qui s'y prend de cette façon, c'est qu'il veut ancrer toute son œuvre, du début à la fin, sur un vocable particulier, et ce vocable-là, dans son jeu de piste, il prolonge Carcassonne. Alors, juste un petit rajout. Quand José parle d'alpha et d'oméga, n'oubliez jamais que la peuplade qui arrive ici à partir de 411-412, ce sont les Visigoths. Regardez les croix votives visigothiques, elles possèdent toutes sur les branches latérales une chaîne avec un alpha et une chaîne avec un oméga. D'accord? C'est extrêmement important. Les Visigoths ont toujours été favorables. Tant qu'ils n'ont pas été convertis au catholicisme à la fin du VIe siècle, ils ont toujours été favorables aux communautés juives. En ce qui concerne Alette, n'oubliez pas que Alette, c'est aussi Electa, la ville élue. Et n'oubliez surtout pas qu'à Alette, il y a une abbaye bénédictine fondée par les seigneurs de Rédé, d'accord? Et que cette abbaye bénédictine est très ancienne et certainement l'une des premières. Ça a été aussi une à disparaître très rapidement lors des guerres de religion. Donc n'oubliez pas, nous avons des bénédictins, des savants à Alette, très rapidement, probablement dès le 7e, 8e siècle. Voilà, ça vous situe à Alette, d'accord? Et n'oubliez pas qu'à Alette, vous avez tout un légendaire, toute une symbolique sur les Juifs, l'étoile de David, et donc Nostradamus. Voilà. Parfait. Donc, hormis ceci, il y a aussi le fait que sur la totalité de ces quatrains, on va retrouver à 8 reprises, si mes souvenirs sont bons, l'évocation du Razès. Ce n'est pas en soi une preuve suffisante, c'est celle qui a été avancée depuis longtemps pour supposer qu'il ancrait ces choses dans la région d'une façon ou d'une autre, mais non saisissable. Celle-ci en est une mathématique. Du début à la fin, c'est Carcassonne qui jalonne tout ça. Alors, je disais tout à l'heure que la Bessonnière a été marquée par cette ville. On peut supposer, comme tout prêtre à son époque, que la Bessonnière a eu, à un moment ou un autre, à lire le fameux livre Les prophéties de Maître Michel Nostradamus. Ma question, c'est la suivante. Serait-il rentré dans le code comme j'y suis rentré? Ceci n'est qu'une étape, parce qu'il va y en avoir d'autres. Donc. Et aurait-il découvert ce que personnellement j'ai découvert, ce que j'ai été amené à en déduire? Et est-ce que ce qui s'est aventuré ensuite à graver à Rennes-le-Château n'aurait pas un lien direct avec le mystère Nostradamus? Et je vais exposer un élément clé pour tous ceux qui connaissent ici ce mystère, fasse un lien qui est assez étonnant. Je vais démontrer tout à l'heure qu'il y a deux nombres clés qui sous-tendent tout le code de Nostradamus, et ces nombres clés sont Nostradamus, les deux nombres clés du début à la fin, que je vais extirper selon, en passant tout ça au crible, c'est 17 et 22. On sait tous qu'à Rennes-le-Château, les deux nombres clés, c'est 17 et 22. Or, Nostradamus a vécu bien avant la Bessonnière, et bien avant ce qui a été fait à Rennes-le-Château. Nous avons Carcassonne, ce qui lie la Bessonnière à Nostradamus. Nous avons ces deux nombres clés que l'on retrouve à Rennes-le-Château. À Rennes-le-Château, du début à la fin,
Si on prend les choses au premier degré, que voit-on? On voit des tours et des créneaux partout. Il y en a dans l'église. Il y a le confessionnal. Il y a les créneaux au-dessus de la coupole qui surplombent donc l'autel. Il y en a au-dessus, sur la base du calvaire. Il y en a également sur la Vierge qui fait face au calvaire, donc dans le jardin. Il y en a partout. Il y a la tour Magdala. Tout donne l'impression à Rennes-le-Château que c'est une grande citadelle, à mon sens, que l'abbé Saunière a voulu graver. Alors, le village s'appelle bien Rennes-le-Château, mais est-ce que le lien est directement à faire avec Rennes-le-Château, ou bien est-ce qu'il ne faudrait pas aller voir ailleurs? Aller voir ailleurs, on le sait depuis longtemps, puisque ce qui est codé à l'intérieur de l'église, avec la seconde église extérieure, je ne sais pas si tout le monde connaît donc le principe que l'on trouve à Rennes-le-Château. Alain Terral, qui s'était installé donc à Rennes-le-Château dans les années fin 60, début 70, avait fini par faire la démonstration suivante. Nous avons ici l'église, le confessionnal, l'autel, et l'abbé Saunière a construit ensuite, une fois cette partie-là entièrement restaurée, l'équivalent d'une église extérieure, millimètre pour millimètre, ou centimètre pour centimètre, avec ici la Vierge posée sur le fameux pilier visigothique, où curieusement l'alpha devient l'oméga et l'oméga devient alpha. Notons tout à l'heure que chez Nostradamus, par rapport au jeu qu'il fait avec Carcassonne, nous avons le même principe. Nous avons un début, une fin, le début et la fin, avec ce jeu de pistes qui mène avec Carca. Et tout ça nous ramène à une notion cyclique et éventuellement au mystère de l'Apocalypse, où il fait référence souvent à l'esprit christique qualifié d'alpha-oméga et d'oméga. C'est le premier et le dernier. Et à la suite du premier, le cycle se renouvelle. Voilà. Donc, l'abbé Saunière s'ingénue à construire le pendant de l'église intérieure à l'extérieur. Donc, le message qu'il y a à l'intérieur nous dit une chose simple à comprendre au premier degré. Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Jusque-là, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc, ce qui est gravé ici est à aller chercher ailleurs. Alors, selon ma théorie qui lie l'abbé Saunière à Nostradamus, et au jeu qu'il mène avec Carcassonne dans ses fameux quatrains, il est curieux de constater une autre chose. En nous disant ce qui est à l'intérieur est à aller chercher à l'extérieur, ce cher Béranger. À l'extérieur, oui, mais où? Alors les pistes, il y en a. Il y en a peut-être plusieurs. Et plusieurs ont peut-être une signification particulière, parce que la région regorge de catégories de mystères. Et dans ce cas-là, en lien avec Nostradamus et Carcassonne, il est intéressant de noter que la seule ville mentionnée à Rennes-le-Château est voulue intentionnellement comme telle par l'abbé Saunière, c'est Carcassonne.
intéressant. Alors, est-ce que c'est de simples coïncidences ou est-ce qu'on a mis le doigt sur quelque chose qu'il faut continuer à creuser? Voilà, après ça se prolonge, on a la tour Magdala, on a les tours partout, et les liens peuvent se faire. Donc maintenant, je vais, pour poursuivre les coïncidences, développer ce qui m'amène progressivement à ces deux nombres, qui sont aussi des clés du mystère de la Bessonnière. Alors, sachez quand même que historiquement parlant et archéologiquement, Rennes-le-Château, avec son église bâtie, qui était l'église comtale, donc qui n'a jamais été l'église du village, mais qui était l'église de la forteresse. Rennes-le-Château et la forteresse encore debout, c'est l'église encore debout, mais dans la ville basse, c'est-à-dire en allant vers le ruisseau de Couleur, hein, et en s'arrêtant à la ligne où vous trouverez un moulin crénelé, qui symbolise les remparts de ville basse. Dans la ville basse, vous aviez le grand temple des Visigoths, d'accord? Ça, ce sont les travaux de Jean-Alain Cyprat dans la cité du Chariot, etc., etc. Vous aviez un grand temple qui a entièrement disparu, il n'y a plus rien. Dans ce grand temple, vous aviez une trentaine de rois visigoths enterrés, d'accord? Et certainement une partie de leur trésor. Donc, ce que vous montre José aussi, ça marche sur le terrain directement, ça marche sur le terrain à l'intérieur de Rédé. Rennes-le-Château aujourd'hui, la ville basse entièrement disparue, rasée, d'accord? Comme ça peut marcher aussi, Rennes-le-Château, ville haute, ville basse, et le voisinage, le paysage de Rennes-le-Château. Une